Je suis l'avocat de ma mère, a déclaré David Thompson, 9 ans, dans la salle d'audience, sa voix surprenant le juge Harrison et son père biologique, Robert Wellington. Malgré son jeune âge, les mots de David ont brisé le calme formel du tribunal de la famille lors d'une affaire de garde de plusieurs millions de dollars. Il se tenait aux côtés de sa mère, Janet, qui le regardait avec un mélange de fierté et de peur. Le juge Harrison a d'abord renvoyé David, déclarant qu'il s'agissait d'une audience légale pour adultes. Cependant, David a calmement affirmé son droit d'exprimer son opinion sur les questions le concernant directement, citant l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, que les États-Unis avaient ratifié. Robert Wellington, un riche magnate de l'immobilier de Chicago, semblait agité, car ses avocats coûteux n'étaient pas préparés à un tel défi. Janet Thompson, la mère de David, travaillait de longues heures comme aide-soignante pour élever David de manière indépendante, tandis que Robert n'était apparu dans la vie de David que 4 fois en 8 ans, toujours avec des cadeaux et des promesses non tenues, mais cherchait maintenant soudainement la garde complète. Le docteur Mitchell, l'avocat principal de Robert, a interjeté, qualifiant la situation d'irrégulière et contestant la capacité juridique de David. David l'a interrompu, déclarant qu'il avait le droit d'être entendu et que s'il se souciait vraiment de son bien-être, ils écouteraient plutôt que d'essayer de le faire taire. Robert a chuchoté de toute urgence au docteur Mitchell, mais David a continué, ouvrant son cahier d'école méticuleusement gribouillé. David a informé le juge qu'il avait préparé une présentation documentée expliquant pourquoi il devrait rester avec sa mère, y compris des preuves des véritables motivations du demandeur, qu'il croyait que le tribunal trouverait très éclairantes. Le visage de Robert pâlit visiblement, se demandant ce que son fils avait découvert et comment un enfant de 9 ans s'était mieux préparé que sa propre équipe juridique haut de gamme. Tout le monde dans la salle d'audience a reconnu qu'il était témoin d'un événement extraordinaire. Un garçon détenant des secrets qui pourrait démanteler des mensonges. Le docteur Mitchell a rapidement retrouvé son calme, réitérant que le tribunal traitait des questions complexes de droit de la famille nécessitant une représentation légale adéquate. David a promptement rétorqué, demandant pourquoi on ne lui avait pas alors fourni une représentation légale, notant que tout au long des 8 mois de l'affaire, personne n'avait jugé important d'entendre l'opinion de la personne la plus affectée par la décision. Robert Wellington se déplaçait inconfortablement, gêné par le calme de David, qui semblait imperturbable face au cadre formel, aux avocats coûteux ou à la présence imposante de son père biologique. Janet observait son fils avec un mélange de fierté et d'appréhension, se souvenant comment David avait ramené de la bibliothèque des codes juridiques, des manuels sur les droits de l'enfant et des précédents judiciaires pendant des semaines, qu'elle avait à tort considérés comme de la simple curiosité académique. Le docteur Mitchell a réitéré que son client, Robert, cherchait sincèrement la garde pour le bien-être de son fils, affirmant que Madame Thompson manquait de ressources pour offrir les opportunités éducatives et sociales qu'un enfant doué comme David méritait. Intéressant, marmonna David, rouvrant son cahier. Il s'arrêta sur la phrase « véritable préoccupation » puis demanda au juge la permission de partager quelques faits sur cette soi-disant préoccupation. Le juge Harrison, habitué à d'innombrables affaires de garde, n'avait jamais rencontré une situation comme celle-ci, face à un enfant avec une articulation et une préparation dépassant de nombreux adultes. Janet suggéra doucement de laisser les avocats s'en occuper, mais David l'interrompit doucement, soulignant leur incapacité à se payer des avocats comme le docteur Mitchell, ce qui signifiait qu'ils devaient parler pour eux ou personne ne le ferait. Robert Wellington a finalement parlé, appelant David fils et admettant que la situation était confuse. David le coupa froidement, déclarant « Ne m'appelez pas fils ». Il révéla ensuite qu'en 9 ans, Robert n'était apparu que 4 fois exactement, 2 visites d'anniversaire tardives, une visite de Noël coincée entre des engagements sociaux, et une pour une séance photo avec la presse locale pour un article sur les entrepreneurs philanthropes. Le silence qui en résulta fut profond. Robert ouvrit la bouche pour protester, mais David continua, racontant leur dernière rencontre 6 mois auparavant, lorsque Robert n'avait passé que 15 minutes dans leur appartement, critiquant leurs meubles, se plaignant de l'odeur d'hôpital de sa mère et suggérant que David avait du potentiel avec une éducation appropriée. David ajusta ses lunettes, puis souligna que Robert avait déposé une demande de garde 2 semaines après cette visite. Le docteur Mitchell chuchota quelque chose d'urgent à Robert, mais David n'avait pas terminé. David informa le tribunal que ses recherches sur son père biologique avaient révélé une récente et coûteuse perte de procès contre ses partenaires commerciaux, le dépôt de divorce contesté de sa 3e épouse, et une découverte très intéressante concernant un fonds fiduciaire créé par sa défunte grand-mère paternelle. Le visage de Robert Wellington pâlit davantage, stupéfait que son fils de 9 ans ait découvert des informations que ses propres avocats ignoraient. David tourna une page de son cahier, souriant pour la première fois depuis son entrée dans la salle d'audience, pas un sourire d'enfant innocent, mais celui de quelqu'un qui détient des cartes gagnantes. Avant de discuter des héritages et des motifs financiers, déclara David, fermant son cahier,
Que diriez-vous de discuter pourquoi un homme qui n'a jamais montré de véritable intérêt à être père a soudainement développé un si fort instinct paternel? Robert Wellington transpirait visiblement, et ses avocats coûteux semblaient totalement perdus, n'ayant pas été préparés à faire face à un enfant qui en savait apparemment plus sur la situation financière de leur client qu'eux. Le juge se pencha en avant, sa curiosité judiciaire piquée, notant l'articulation exceptionnelle de David. Il demanda à David quel genre de preuves un enfant de 9 ans pouvait avoir recueilli. David, ajustant ses lunettes dans un geste devenant sa marque de fabrique au tribunal, expliqua que pendant les 3 derniers mois, depuis qu'il avait appris le procès, il avait consacré tous les mardis et mercredis après-midi à la recherche à la Bibliothèque centrale publique. Le docteur Mitchell l'interrompit avec condescendance, demandant ce qu'il recherchait. David énuméra les dossiers publics, les archives de journaux, les documents d'entreprise disponibles et les affaires judiciaires antérieures de M. Wellington, ouvrant une nouvelle section de son cahier. Il ajouta que la bibliothécaire en chef, Madame Rodriguez, titulaire d'une maîtrise en sciences de l'information, lui avait appris à accéder aux bases de données juridiques de base. Janet regarda son fils avec stupéfaction, réalisant que le projet spécial de David à la bibliothèque était en fait de sauver leur famille. Robert Wellington a finalement éclaté, qualifiant d'absurde qu'un enfant de 9 ans fouille dans sa vie privée comme un détective privé. David le corrigea calmement, déclarant qu'il s'agissait des informations publiques, parfaitement légales et accessibles à tout citoyen américain, quel que soit son âge. Madame Rodriguez était devenue bien plus qu'une bibliothécaire pour David. Lorsque David l'a approché pour la première fois pour lui poser des questions sur les tribunaux de la famille, Madame Rodriguez a rapidement reconnu sa détermination déguisée en désespoir. Elle avait dit à Janet la semaine précédente que David venait à la bibliothèque religieusement depuis 3 mois, lisant des codes juridiques comme d'autres enfants lisent des bandes dessinées, apprenant à un rythme inhabituellement rapide. David a poursuivi méthodiquement sa présentation, révélant qu'au cours des 18 derniers mois, M. Wellington avait fait face à 3 procès importants. Il a perdu un litige de 2,3 millions de dollars avec d'anciens partenaires de Wellington Industries, et sa 3e femme avait demandé le divorce, invoquant des différences irréconciliables, ce qui, dans le code juridique, signifiait qu'il lui cachait de l'argent. Le visage de Robert était rouge de colère. Et plus intéressant encore, interrompit David, tournant méthodiquement les pages, j'ai découvert que ma défunte grand-mère paternelle, Eleanor Wellington, avait établi un fonds fiduciaire de 1,7 million de dollars spécifiquement pour moi, accessible seulement quand j'aurai 18 ans ou quand mon père biologique obtiendra la garde légale complète. Le tribunal tomba silencieux. Le docteur Mitchell chuchota de toute urgence à Robert, qui l'ignora complètement. David continua, déclarant que ce n'était pas une coïncidence. Il expliqua que sa grand-mère était morte quand il avait 2 ans, et que pendant 7 ans, M. Wellington n'avait jamais mentionné son existence à celle-ci, ne leur avait jamais permis de se rencontrer, ne lui avait jamais permis de savoir qu'elle avait un petit-fils. Janet se souvint parfaitement que Robert avait été catégorique sur le fait que sa famille n'avait pas besoin de savoir à ce sujet, faisant référence à son propre fils. Cependant, lorsque Madame Eleanor Wellington a découvert David par le biais d'une enquête privée, que David a trouvée dans les dossiers de succession, elle a immédiatement mis en place le fonds avec une condition très spécifique. David fit une pause dramatique, s'assurant que tout le monde écoutait. L'argent serait débloqué pour ses soins et son éducation seulement si son père démontrait un engagement sincère envers le bien-être de l'enfant en obtenant la garde légale. S'il ne cherchait jamais la garde, l'argent irait directement à David à l'âge de 18 ans sans aucun accès parental. David conclut que le calcul était simple et cruel. David expliqua que Robert l'avait ignoré pendant 9 ans, manquant sa chance d'accéder à l'héritage par le biais d'une garde naturelle, et que maintenant, fauché et désespéré, il essayait de forcer une garde tardive pour accéder au fonds. Mais il y a quelque chose que ma grand-mère n'aurait pas pu prévoir, ajouta David, fermant son cahier. Elle ne savait pas que son fils allait faire carrière en ruinant de petites entreprises familiales par des pratiques prédatrices. Le docteur Mitchell se leva brusquement, déclarant que David portait des accusations sans fondement. « Je peux prouver tout ce que je dis », rétorqua David, ouvrant son sac à dos d'école et en sortant une chemise cartonnée étonnamment bien organisée. Il présenta des copies de 17 procès des 5 dernières années, montrant que Wellington Industries avait acheté des propriétés à des familles en difficulté financière bien en dessous de la valeur marchande en utilisant des informations privilégiées obtenues par des contacts bancaires. Janet regardait, stupéfaite, son fils transformer une audience de garde en une enquête criminelle impromptue en utilisant seulement une bibliothèque publique et une détermination acharnée. David continua, sortant des photos imprimées du dossier, décrivant comment l'une de ses familles, la famille Santos, des immigrants mexicains propriétaires d'une petite boulangerie, travaillait 18 heures par jour. M. Wellington avait appris par un ami à la banque qu'ils avaient 3 mois de retard sur leur prêt en raison de l'hospitalisation d'urgence de leur plus jeune fils.
Robert Wellington transpirait maintenant visiblement. Robert tenta d'objecter, mais David l'interrompit, déclarant que cela montrait un modèle de comportement. Un homme qui s'attaque aux familles vulnérables pour un gain financier, et qui tentait maintenant de s'attaquer à sa propre famille vulnérable pour la même raison. Le juge Harrison feuilletait les documents de David, son expression de plus en plus sérieuse. Il demanda à David où il avait obtenu ces informations. David lista méticuleusement ses sources, les dossiers publics du tribunal, les archives des journaux locaux et les documents d'incorporation disponibles sur la base de données de l'État. Il ajouta que Madame Rodriguez lui avait appris que la vérité est presque toujours disponible publiquement. Il suffit de savoir où chercher. Le docteur Mitchell tenta une dernière poussée. Le docteur Mitchell a soutenu que même si les allégations de David étaient vraies, ce qu'il n'admettait pas, cela ne changeait rien au fait que son client pouvait offrir de meilleures opportunités éducatives à l'enfant. David sourit, un sourire calculé, pas innocent, car il avait gardé sa carte la plus forte pour la fin. À propos de l'éducation, déclara-t-il, ouvrant une dernière section de son cahier, puis-je partager quelque chose d'intéressant sur les plans éducatifs de M. Wellington pour moi? C'est alors que Robert Wellington comprit pleinement sa sous-estimation. Son fils de 9 ans n'était pas seulement intelligent mais stratégique, ayant découvert des secrets que même ses propres avocats ignoraient. La salle d'audience silencieuse attendait la révélation finale et dévastatrice. David répéta, sur le sujet de l'éducation, ouvrant la dernière section de son cahier avec la précision d'un chirurgien, « Je voudrais partager les véritables plans éducatifs de M. Wellington pour moi. » Robert Wellington déglutit difficilement, ses yeux se posant nerveusement entre son avocat et le garçon qui était devenu son pire cauchemar. David continua méthodiquement, déclarant que lors de l'une de ses 4 visites au cours des 9 dernières années, il avait surpris une conversation téléphonique très intéressante où M. Wellington parlait de résoudre le problème de l'enfant après avoir obtenu la garde. Le docteur Mitchell se leva brusquement, arguant que des conversations privées ne pouvaient pas être utilisées. « Je peux prouver chaque mot », l'interrompit David, sortant un petit enregistreur numérique de sa mallette, expliquant que Madame Rodriguez lui avait appris que la documentation des preuves est fondamentale pour toute affaire juridique. Le silence qui suivit fut assourdissant. Robert Wellington tremblait visiblement, ses doigts tambours sur la table alors qu'il réalisait qu'il avait complètement sous-estimé l'intelligence de son fils. Cet enregistrement a été fait lors de sa dernière visite à notre appartement il y a 6 mois, expliqua David calmement au juge. David expliqua que M. Wellington pensait qu'il faisait ses devoirs dans sa chambre, mais l'enregistreur était resté allumé dans le salon. Le juge Harrison examina l'appareil et demanda si David était sûr de vouloir le présenter comme preuve. David affirma qu'il en était absolument certain. L'enregistrement, avec la voix indubitable de Robert Wellington, résonna dans la salle d'audience silencieuse. On entendait Robert dire « Écoutez, dès que j'aurai la garde légale, le garçon ira directement à la Riverside Military Academy. C'est un internat strict au Colorado. Ils savent comment gérer les enfants difficiles. Il y restera jusqu'à ses 18 ans, et j'aurai un accès complet au fonds de l'héritage pour les dépenses éducatives. » La voix de l'autre personne était inaudible, mais Robert continua. « Exactement. 5 cents par mois pour la pension. Le reste est à moi. L'enfant n'a même pas besoin de savoir pour l'argent. C'est une solution parfaite. Elle est hors du coup. J'ai accès au fonds, et j'ai toujours l'air d'un père responsable. » Janet se couvrit la bouche, les larmes coulant sur son visage, réalisant le plan cruel de Robert. Le docteur Mitchell était pâle, voyant son client détruit par ses propres mots. « Il y a plus », ajouta David calmement, arrêtant l'enregistrement. La deuxième partie de l'enregistrement était encore plus dévastatrice, Robert déclarant « Le problème n'est pas seulement l'argent. C'est que le garçon est trop intelligent pour son propre bien. Il pose des questions, observe tout. Il serait préférable de le tenir à l'écart jusqu'à ses 18 ans, et je pourrais régler la situation financière. Des enfants comme lui, eh bien, vous savez, nous ne voulons pas qu'il ait des idées au-dessus de sa condition. » Robert Wellington explosa, qualifiant cela de piège et affirmant que David l'avait provoqué, disant qu'un enfant de 9 ans ne pouvait pas. David l'interrompit, sa voix coupante comme un couteau, demandant « Un enfant de 9 ans ne peut pas quoi? Ne peut pas être intelligent. Ne peut pas se défendre. Ne peut pas exposer la vérité sur un père qui le voit comme un problème à résoudre. » Le juge Harrison éteignit l'enregistreur et dit à Robert Wellington que l'enregistrement, combiné aux preuves financières, peignait un tableau très clair de ses véritables motivations. David continua, déclarant qu'il avait également découvert que la Riverside Military Academy avait un terrible bilan, avec 3 suicides d'étudiants au cours des 5 dernières années et une enquête fédérale pour abus physiques et émotionnels de mineurs. Le docteur Mitchell tenta une dernière carte désespérée,
arguant que son client disposait de ressources financières supérieures. David l'interrompit, demandant « Pour m'envoyer dans un endroit où des enfants meurent pour utiliser mon argent d'héritage tout en prétendant se soucier de moi? Pour m'isoler de la seule personne qui m'aime vraiment ?» Robert Wellington perdit complètement son sang-froid, traitant David des enfants arrogants qui ne connaissaient pas sa place, et lui rappelant « Je suis ton père. » « Tu es un étranger qui partage mon ADN, » répondit calmement David, envoyant un frisson dans la pièce. Un vrai père n'essaierait pas de se débarrasser de son propre fils pour voler son argent. Le juge frappa de son marteau pour rétablir l'ordre, ordonnant à M. Wellington de s'asseoir ou d'être expulsé. David tourna la dernière page de son cahier, déclarant qu'il y avait une dernière chose qu'il devait mentionner, quelque chose qu'il avait découvert sur la vraie raison pour laquelle sa grand-mère avait créé ce fonds fiduciaire. Robert Wellington pâlit davantage. David révéla qu'il avait trouvé une lettre de sa grand-mère dans les dossiers de succession, qui lui était adressée pour être ouverte à ses 16 ans, mais que la bibliothécaire l'avait aidé à découvrir qu'il pouvait demander un accès anticipé dans les litiges de garde. La dernière bombe était sur le point de tomber. David expliqua que sa grand-mère avait écrit qu'elle savait que Robert n'avait jamais été un bon père, qu'elle avait créé la fiducie spécifiquement pour protéger David de lui, et que si Robert essayait un jour d'obtenir la garde juste pour l'argent, David devait utiliser toutes les ressources de la fiducie pour se défendre. David ferma le cahier et regarda directement Robert Wellington, ajoutant qu'elle avait même engagé des détectives privés qui avaient documenté tous les stratagèmes financiers de Robert au fil des ans, et que tout était archivé auprès de l'administrateur des fonds. Robert Wellington s'effondra sur sa chaise, réalisant enfin qu'il avait été complètement déjoué par un enfant de 9 ans qu'il n'avait considéré que comme un obstacle gênant. Le docteur Mitchell a soutenu que même si les allégations de David étaient vraies, ce qu'il n'admettait pas, cela ne changeait rien au fait que son client pouvait offrir de meilleures opportunités éducatives à l'enfant. David sourit, un sourire calculé, pas innocent, car il avait gardé sa carte la plus forte pour la fin. À propos de l'éducation, déclara-t-il, ouvrant une dernière section de son cahier, puis-je partager quelque chose d'intéressant sur les plans éducatifs de M. Wellington pour moi? C'est alors que Robert Wellington comprit pleinement sa sous-estimation. Son fils de 9 ans n'était pas seulement intelligent mais stratégique, ayant découvert des secrets que même ses propres avocats ignoraient. La salle d'audience silencieuse attendait la révélation finale et dévastatrice. David répéta, sur le sujet de l'éducation, ouvrant la dernière section de son cahier avec la précision d'un chirurgien, « Je voudrais partager les véritables plans éducatifs de M. Wellington pour moi. » Robert Wellington déglutit difficilement, ses yeux se posant nerveusement entre son avocat et le garçon qui était devenu son pire cauchemar. David continua méthodiquement, déclarant que lors de l'une de ses 4 visites au cours des 9 dernières années, il avait surpris une conversation téléphonique très intéressante où M. Wellington parlait de résoudre le problème de l'enfant après avoir obtenu la garde. Le docteur Mitchell se leva brusquement, arguant que des conversations privées ne pouvaient pas être utilisées. « Je peux prouver chaque mot », l'interrompit David, sortant un petit enregistreur numérique de sa mallette, expliquant que Madame Rodriguez lui avait appris que la documentation des preuves est fondamentale pour toute affaire juridique. Le silence qui suivit fut assourdissant. Robert Wellington tremblait visiblement, ses doigts tambours sur la table alors qu'il réalisait qu'il avait complètement sous-estimé l'intelligence de son fils. « Cet enregistrement a été fait lors de sa dernière visite à notre appartement il y a 6 mois, expliqua David calmement au juge. David expliqua que M. Wellington pensait qu'il faisait ses devoirs dans sa chambre, mais l'enregistreur était resté allumé dans le salon. Le juge Harrison examina l'appareil et demanda si David était sûr de vouloir le présenter comme preuve. David affirma qu'il en était absolument certain. L'enregistrement, avec la voix indubitable de Robert Wellington, résonna dans la salle d'audience silencieuse. On entendait Robert dire « Écoutez, dès que j'aurai la garde légale, le garçon ira directement à la Riverside Military Academy. C'est un internat strict au Colorado. Ils savent comment gérer les enfants difficiles. Il y restera jusqu'à ses 18 ans, et j'aurai un accès complet au fonds de l'héritage pour les dépenses éducatives. » La voix de l'autre personne était inaudible, mais Robert continua. « Exactement. 5 cents par mois pour la pension. Le reste est à moi. L'enfant n'a même pas besoin de savoir pour l'argent. C'est une solution parfaite. Elle est hors du coup. J'ai accès au fonds, et j'ai toujours l'air d'un père responsable. » Janet se couvrit la bouche, les larmes coulant sur son visage, réalisant le plan cruel de Robert. Le docteur Mitchell était pâle, voyant son client détruit par ses propres mots. « Il y a plus », ajouta David calmement, arrêtant l'enregistrement. La deuxième partie de l'enregistrement était encore plus dévastatrice, Robert déclarant « Le problème n'est pas seulement l'argent. C'est que le garçon est trop intelligent pour son propre bien. Il pose des questions, observe tout.
Il serait préférable de le tenir à l'écart jusqu'à ses 18 ans, et je pourrais régler la situation financière. Des enfants comme lui, eh bien, vous savez, nous ne voulons pas qu'il ait des idées au-dessus de sa condition. Robert Wellington explosa, qualifiant cela de piège et affirmant que David l'avait provoqué, disant qu'un enfant de 9 ans ne pouvait pas. David l'interrompit, sa voix coupante comme un couteau, demandant « Un enfant de 9 ans ne peut pas quoi ? Ne peut pas être intelligent. Ne peut pas se défendre. Ne peut pas exposer la vérité sur un père qui le voit comme un problème à résoudre. » Le juge Harrison éteignit l'enregistreur et dit à Robert Wellington que l'enregistrement, combiné aux preuves financières, peignait un tableau très clair de ses véritables motivations. David continua, déclarant qu'il avait également découvert que la Riverside Military Academy avait un terrible bilan, avec 3 suicides d'étudiants au cours des 5 dernières années et une enquête fédérale pour abus physiques et émotionnels de mineurs. Le docteur Mitchell tenta une dernière carte désespérée, arguant que son client disposait de ressources financières supérieures. David l'interrompit, demandant « Pour m'envoyer dans un endroit où des enfants meurent pour utiliser mon argent d'héritage tout en prétendant se soucier de moi ? Pour m'isoler de la seule personne qui m'aime vraiment ?» Robert Wellington perdit complètement son sang-froid, traitant David des enfants arrogants qui ne connaissaient pas sa place, et lui rappelant « Je suis ton père. »« Tu es un étranger qui partage mon ADN, » répondit calmement David, envoyant un frisson dans la pièce. Un vrai père n'essaierait pas de se débarrasser de son propre fils pour voler son argent. Le juge frappa de son marteau pour rétablir l'ordre, ordonnant à M. Wellington de s'asseoir ou d'être expulsé. David tourna la dernière page de son cahier, déclarant qu'il y avait une dernière chose qu'il devait mentionner, quelque chose qu'il avait découvert sur la vraie raison pour laquelle sa grand-mère avait créé ce fonds fiduciaire. Robert Wellington pâlit davantage. David révéla qu'il avait trouvé une lettre de sa grand-mère dans les dossiers de succession, qui lui était adressée pour être ouverte à ses 16 ans, mais que la bibliothécaire l'avait aidé à découvrir qu'il pouvait demander un accès anticipé dans les litiges de garde. La dernière bombe était sur le point de tomber. David expliqua que sa grand-mère avait écrit qu'elle savait que Robert n'avait jamais été un bon père, qu'elle avait créé la fiducie spécifiquement pour protéger David de lui, et que si Robert essayait un jour d'obtenir la garde juste pour l'argent, David devait utiliser toutes les ressources de la fiducie pour se défendre. David ferma le cahier et regarda directement Robert Wellington, ajoutant qu'elle avait même engagé des détectives privés qui avaient documenté tous les stratagèmes financiers de Robert au fil des ans, et que tout était archivé auprès de l'administrateur des fonds. Robert Wellington s'effondra sur sa chaise, réalisant enfin qu'il avait été complètement déjoué par un enfant de 9 ans qu'il n'avait considéré que comme un obstacle gênant. Le juge Harrison frappa de son marteau, rejetant catégoriquement la demande de garde sur la base de toutes les preuves présentées, y compris les documents financiers, les enregistrements et l'historique démontré du plaignant. De plus, il ordonna une enquête complète sur l'utilisation frauduleuse possible des fonds fiduciaires. Le docteur Mitchell chuchota de toute urgence à Robert, mais il était clair que l'affaire était irrémédiablement perdue. David rangea méthodiquement ses documents, conservant son calme tout au long de l'audience. Il demanda à faire une dernière requête, que le juge lui accorda. David déclara qu'il ne faisait pas cela par colère ou par vengeance, mais parce que chaque enfant mérite une famille qu'il aime vraiment, pas une qui le considère comme une opportunité financière. Tandis que Robert Wellington était escorté hors de la pièce par des agents de sécurité, ordonné d'être arrêté par le juge pour tentative de fraude, David laissa enfin un petit sourire apparaître sur son visage. Dans cette salle d'audience silencieuse, un enfant de 9 ans avait démontré que l'intelligence, la préparation et le véritable amour pouvaient vaincre n'importe quelle somme d'argent et de privilèges. La victoire de David représentait plus qu'une simple bataille pour la garde. Ce fut le début d'une transformation qui allait changer à jamais la vie de sa famille. 3 ans plus tard, la vie de David Thompson avait été transformée de manière inattendue. L'enregistrement qui mena à la chute de Robert Wellington non seulement gagna l'affaire mais devint viral sur les médias sociaux, faisant de David un symbole national pour les enfants qui refusaient de subir l'injustice en silence. La vidéo amassa plus de 50 millions de vues et inspira des changements législatifs dans 17 États américains. David Thompson, 12 ans, maintenant plus grand et portant de nouvelles lunettes mais toujours calme, apparut à l'émission matinale la plus regardée d'Amérique. Lorsqu'on lui demanda ce que cela faisait d'être appelé l'enfant le plus intelligent d'Amérique, David sourit et répondit qu'il préférerait être appelé David, qui apprit que chaque enfant a une voix, même quand les adultes font semblant de ne pas écouter. Le public du studio a éclaté en applaudissements émus. Janet regardait depuis les coulisses, vêtue de son uniforme de superviseur en soins infirmiers, une promotion qu'elle avait reçue après que son histoire eut inspiré une campagne nationale pour les mères qui travaillent. Son hôpital a créé un fonds de bourse appelé le programme Janet Thompson pour les enfants des employés à faible revenu. L'animateur a invité Janet sur scène qui, malgré sa timidité,
rayonnait de la même fierté qu'elle avait ressentie ce jour-là au tribunal. Janet a déclaré que David avait toujours été spécial, mais ce qui la rendait le plus fier, c'était son cœur, pas seulement son intelligence, car il avait choisi d'utiliser son histoire pour aider d'autres familles au lieu de se vanter. En effet, David avait passé les 3 dernières années à visiter des écoles dans des communautés défavorisées, éduquant les enfants sur leurs droits légaux fondamentaux. Son livre, Chaque enfant a une voix, est devenu un best-seller, tous les bénéfices finançant un programme qui fournissait une assistance juridique gratuite aux familles en litige de garde. L'animateur a interrogé David sur son projet Cool Law Library. David, ajustant ses lunettes emblématiques, a expliqué qu'après avoir vu comment une bibliothèque publique l'avait sauvé, il avait réalisé que de nombreux autres enfants étaient confrontés à des situations similaires sans savoir où trouver de l'aide. Ils ont créé de petites sections dans 1200 bibliothèques publiques, contenant des livres sur les droits des enfants dans un langage simple et des ordinateurs avec un accès gratuit aux ressources juridiques de base. La caméra s'est concentrée sur Janet, qui essuyait discrètement une larme, ayant vu son fils transformer un traumatisme personnel en un mouvement social en 3 ans. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Robert Wellington regardait l'émission depuis son petit studio dans la banlieue de Chicago. Ses cheveux étaient gris, ses vêtements simples, et il travaillait comme vendeur dans un magasin d'électronique, le seul emploi qu'il avait pu trouver après que son histoire fut devenue publique. L'enquête ordonnée par le tribunal avait révélé non seulement sa tentative de frauder le fonds fiduciaire de David, mais aussi un réseau de stratagèmes financiers qui avait complètement détruit Wellington Industries. Robert a perdu son entreprise, son manoir, son mariage et sa réputation, et il a passé 18 mois en prison. Le gamin est encore à la télé, marmonna-t-il avec colère, éteignant la télévision, car l'histoire de David apparaissait quelque part presque chaque semaine depuis 3 ans, rappelant au monde ses crimes. L'aspect le plus douloureux pour Robert était la maturité constante de David lorsqu'on l'interrogeait sur son père biologique. David ne parlait jamais publiquement de lui en mal, ce qui gênait encore plus Robert. « J'espère qu'il trouvera la paix et apprendra que le véritable amour ne peut être ni acheté ni volé », avait dit David dans une récente interview, ajoutant que garder rancune n'aide personne, mais que poser des limites est essentiel pour protéger ceux qu'on aime. De retour dans le studio de télévision, l'animateur a demandé à David quels conseils il donnerait à d'autres enfants confrontés à des situations familiales difficiles. David a marqué une pause, puis a regardé directement la caméra, leur conseillant qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils possèdent plus de pouvoir qu'ils ne le réalisent, et que la vérité triomphe toujours, même quand cela semble impossible. Il a de nouveau marqué une pause, puis a continué avec la sagesse de quelqu'un qui avait affronté des géants et gagné, les exhortant à ne laisser personne les convaincre qu'ils sont trop petits pour faire une différence. J'avais 9 ans quand j'ai changé ma vie et celle de ma mère pour toujours. Vous pouvez changer la vôtre aussi, a-t-il conclu. 6 mois plus tard, David a reçu une lettre spéciale de Sofia Martinez, une fillette de 10 ans de Los Angeles, qui avait utilisé le projet de bibliothèque Cool Law pour aider sa grand-mère immigrante à éviter une expulsion injuste. La lettre de Sofia se terminait par des remerciements pour lui avoir appris que chaque enfant a une voix, qu'elle avait utilisée pour sauver sa famille. Janet a trouvé David lisant la lettre dans sa chambre, entouré de centaines de lettres similaires provenant d'enfants de tout le pays. Elle lui a demandé ce que cela faisait de savoir que son courage en avait inspiré tant d'autres. David a soigneusement plié la lettre de Sofia et l'a placée dans une boîte spéciale où il gardait toute sa correspondance. Il a ensuite demandé à Janet si elle se souvenait de lui avoir dit que parfois les choses les plus effrayantes de la vie s'avèrent être les plus importantes. Janet hocha la tête, se souvenant parfaitement de cette conversation. David dit alors qu'il comprenait maintenant. Si Robert Wellington n'avait jamais essayé de les séparer, David n'aurait jamais découvert qu'un enfant peut changer le monde quand les adultes cessent de le sous-estimer. Ce même jour, David a reçu un autre appel qui a changé sa vie. L'université Harvard lui a offert une bourse complète pour un programme spécial en droit et justice sociale, le premier du genre, créé spécifiquement pour les étudiants qui avaient démontré un leadership social exceptionnel avant l'âge de 16 ans. Janet lui a demandé s'il accepterait, et David a répondu qu'il le ferait, à une condition. Il voulait utiliser son éducation pour créer un système juridique qui protège tous les enfants, pas seulement ceux qui ont la chance d'être assez intelligents pour se protéger. Des années plus tard, à 16 ans, David Thompson est devenu le plus jeune avocat jamais admis au barreau. Sa première affaire fut un procès contre le système éducatif pour ne pas avoir enseigné les droits fondamentaux des enfants dans les écoles publiques, qu'il a gagné, créant un précédent qui a rendu l'éducation juridique obligatoire pour tous les étudiants américains. Robert Wellington ne s'est jamais complètement remis de sa chute, vivant modestement et occupant des emplois mal rémunérés. Dans des moments d'honnêteté, il pensait parfois à l'extraordinaire fils qu'il avait perdu à cause de la cupidité, reconnaissant que David était devenu exactement le genre d'homme qu'il n'avait jamais pu être. L'histoire de David Thompson a prouvé que la vraie force ne vient pas de l'argent ou des relations, mais d'une combinaison d'intelligence,
de courage et d'amour inconditionnel. Un garçon de 9 ans a vaincu un système corrompu en utilisant seulement une bibliothèque publique, une détermination inébranlable et le pouvoir transformateur de la vérité. David a appris que, en luttant pour ce qui est juste, l'univers conspire en votre faveur. Robert Wellington a appris que sous-estimer un enfant déterminé peut être l'erreur la plus coûteuse d'une vie. Et des millions d'enfants dans le monde ont appris que leur voix compte, que leurs droits sont réels, et qu'ils ne sont jamais trop petits pour se battre pour la justice. La plus grande vengeance de David n'a pas été de détruire Robert Wellington. Sa plus grande vengeance a été de bâtir un héritage qui sauverait des milliers de familles des mêmes injustices qu'il avait affrontées. Cette histoire de courage et de détermination prouve que parfois les héros les plus improbables sont ceux que le monde s'obstine à sous-estimer.